C'est un accord de paix en trompe-l'œil, un nouveau succès revendiqué par Donald Trump en tout cas. Le texte ratifié par les dirigeants du Rwanda Paul Kagame et de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi. Deux hommes que tout oppose et réunis à Washington ce jeudi à l'initiative de la Maison-Blanche. L'objectif, mettre un terme à la guerre qui ravage depuis des décennies l'Est de la RDC, la région du Kivu notamment, théâtre des pires atrocités. Viols, mutilations, exécutions de masse, au total des millions de morts et jusqu'à 7 millions de déplacés. Aurélie Bazaraki-Bangula sera avec nous dans un instant depuis Kinshasa. Peut-être un mot sur cette signature que vous avez suivie sur la chaîne anglophone de France 24. Bonjour, rebonjour Richard. Il n'y a pas eu de poignée de main directe en fait entre les deux hommes. Alors en tout cas, je n'en ai pas vu. Oui. Ils ont l'un et l'autre évidemment serré la main de Donald Trump, mais on n'a pas eu cette poignée de main qui d'habitude conclut toujours la signature d'un accord de paix. Et par ailleurs, on peut voir que le body language, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'expression corporelle, était pour le moins figée, notamment du côté d'Étienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, le président du Congo. Donc je crois qu'on a affaire à quoi ? On a affaire à un deal à la Trump. Un deal qui peut-être peut tenir, mais qui sur le terrain, on sait que c'est très compliqué. Et par ailleurs, ce qu'on va surtout retenir, c'est la mise en scène. Quand même, faire ça à l'Institut de la paix, qui est un institut rattaché au Congrès, qui vient d'être rebaptisé Donald J. Trump Institute of Peace, je crois que là, on atteint un sommet. On va écouter le président américain, justement, et vous réagirez, Karim, juste après. Nous sommes venus à l'Institut américain pour la paix pour signer un accord historique qui mettra fin à l'un des conflits les plus longs au monde, avec plus de 10 000 personnes tuées. Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence et d'effusion de sang et à entamer une nouvelle ère d'harmonie et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Karim Yaoui, c'est vrai que sur le papier, si on nous avait dit qu'avant la fin de l'année, le Rwanda de Paul Kagame et la RDC de Félix Tshisekedi parviendraient à un accord quand on connaît le niveau de méfiance, voire de détestation entre les deux hommes, ça semblait totalement impossible. C'est une performance qu'a réussi aujourd'hui Donald Trump ? C'est une performance parce qu'ils ont signé, parce qu'ils étaient présents côte à côte. Mais le problème, c'est que sur le terrain, la situation est à l'antipode de l'image qu'a voulu montrer aujourd'hui Donald Trump au monde. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné, le langage non verbal traduisait à quel point les deux hommes n'avaient pas envie d'être côte à côte. Et d'ailleurs, ils étaient dans une posture qui ressemble à celle qu'ils ont déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années. Ils se sont croisés à Bruxelles, ils ne se sont pas parlé. Récemment, on a entendu Paul Kagame expliquer que des accords, il y en avait eu d'innombrables et que à chaque fois Kinshasa avait trahi sa parole. Même tonalité du côté de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on s'arrête sur les mots qui ont été utilisés par Paul Kagame, justement, il a encore une fois évoqué le nombre de médiations incalculables qui sont restées sans succès. On a presque l'impression qu'il veut nous faire comprendre que celle-là pourrait évidemment capoter. C'est un accord, il a dit, qui donne les moyens de marcher vers la paix, mais il ne parle pas véritablement d'accord de paix lorsqu'il s'exprime. Il évoque simplement des percées importantes. Et là, clairement, on a le sentiment que dans l'esprit de Paul Kagame, ce n'était pas un accord de paix qu'il était venu signer, mais finalement participer à une mise en scène voulue par Donald Trump. On reparlera du bénéfice que peut ou qu'entend tirer Donald Trump, des ressorts aussi dont il dispose pour faire venir effectivement tous ces chefs d'État dans ces différentes signatures d'accords. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, en Égypte aussi, à Sharm el-Sheikh, où s'était joué l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Concernant cette guerre-là, en République démocratique du Congo, c'est une guerre par procuration. Le M23, la rébellion très active dans l'est de la RDC et qui a pris plusieurs grandes villes au nord Kivu et maintenant au sud, n'a jamais reconnu officiellement ses liens avec le Rwanda de Paul Kagame, qui peut dès lors lui-même bien signer un accord avec Félix Tshisekedi. Pour autant, Richard Verly, qui peut garantir que Paul Kagame parviendra à faire respecter cette signature ? Alors, ce qu'on a compris quand on regarde la chorégraphie de la cérémonie,
c'est qu'il y a une sorte de comité de surveillance de ces accords de paix, puisqu'on a vu défiler un certain nombre de présidents, le président de l'Angola, si je ne me trompe pas, celui du Kenya, il y avait aussi, bien évidemment, le secrétaire général de l'Union africaine, il y avait des représentants du Qatar et des Émirats arabes unis. Je pense que c'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est une action collective et Donald Trump espère que ce mécanisme fonctionnera. Mais franchement, est-ce que Donald Trump se soucie de ce qui va se passer sur le terrain? Ce qu'il veut, à mon sens, c'est que le conflit reste en très basse intensité. Il y aura sûrement des accrochages qui vont continuer, que ça ne fasse pas la une des journaux et qu'il puisse prétendre qu'il a réglé le conflit. Et surtout, qu'il puisse prétendre aux ressources naturelles qui l'intéressent dans cette zone. Il ne s'en est jamais caché, puisqu'il a signé un accord sur les terres rares avec la RD Congo, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, il l'a dit, on va gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, on a au fond un deal commercial. Si c'est compliqué, déguisé en accord de paix. Disons, on a un accord de paix formel qui doit avant tout, pour Donald Trump, rapporter des fruits commerciaux et tangibles sur le plan financier ou sur le plan des terres rares. Apporter la paix durable à ces populations, apporter une nouvelle gouvernance, à mon avis, ce n'est pas du tout le sujet de Donald Trump. Secondaire pour le président américain, dites-vous, Richard Verly. Direction Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula est avec nous pour France 24 sur place. Voilà un an qu'on attendait cette rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Effectivement, les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, assis à la même table, côte à côte, l'accord de paix brandi à bout de bras par chaque président. C'est une image symbolique, une image très attendue. Alors, les différents médiateurs du conflit avaient tenté de réunir les deux présidents à plusieurs reprises sans succès. On se souvient par exemple que l'un des médiateurs, le président angolais João Lourenço, avait tenté de réunir les deux chefs d'État il y a près d'un an, le 15 décembre dernier à Luanda. Mais au dernier moment, Paul Kagame n'avait pas fait le déplacement. Alors là, les deux chefs d'État l'ont d'ailleurs rappelé à Washington. Paul Kagame a affirmé lors de son discours que beaucoup de médiations ont été menées, mais aucune n'a jusque-là résolu le conflit. Félix Tshisekedi a affirmé que l'accord de Washington n'est pas seulement un autre accord, un accord de plus, mais qu'il représente un nouveau tournant, un tournant vers la paix. Alors dans cet accord, la partie congolaise s'est engagée d'une part à neutraliser les FDLR, un groupe armé rwandais dont certains membres à l'origine ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda. Et d'autre part, le Rwanda s'est engagé à lever ses mesures de défense, en clair, retirer ses troupes du sol congolais. Pas de précision encore sur la mise en application de cet accord. Selon les spécialistes, la mise en application de cet accord dépendra de la volonté politique des deux parties, car l'accord de paix de Washington ne comporte aucune contrainte. Un accord qui dépendra aussi de l'engagement continu des États-Unis à en pousser sa mise en œuvre sur le terrain. Le président Donald Trump a affirmé en répondant à une question d'une journaliste que des résultats seront visibles très vite sur le terrain, que les choses vont aller vite. Le président américain a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises le courage de Félix Tshisekedi et Paul Kagame dans ces négociations. Mais Donald Trump le sait, son premier défi sera de rétablir la confiance entre les deux chefs d'État qui ne se sont pas d'ailleurs serré la main à l'issue de la cérémonie. Oui, cet accord, il soulève beaucoup d'espoir en République démocratique du Congo, Aurélie. Alors oui, effectivement, cet accord qui a été entériné suscite beaucoup d'espoir, mais il faut être réaliste. Sur le terrain, les bombardements ont repris dans l'Est congolais. Plusieurs sources de la société civile nous signalent des bombardements à l'arme lourde dans des localités de la province du Sud Kivu, avec pour épicentre la localité de Kamanyola. Alors, ces affrontements opposent l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, dits patriotes, et l'AFC M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, selon les Nations Unies. Alors, les deux parties, les forces armées congolaises et l'AFC M23, s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu déjà décrété. Des cessez-le-feu, d'ailleurs, qui ont été décrétés à plusieurs reprises. Et c'est là aussi l'une des limites de cet accord de paix de Washington. Il ne mentionne pas l'AFC M23. Le groupe rebelle a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises ne pas être concerné par cet accord de Washington. Alors, le groupe rebelle et les autorités congolaises sont en négociation dans un autre processus, celui de Doha, au Qatar.
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu, plusieurs cessez-le-feu ont été signés, mais les affrontements se poursuivent et c'est pour ça que les espoirs de paix sont assez faibles du point de vue de Kinshasa. Merci Aurélie Bazara Kibangula. Richard Verly l'a évoqué, Karim Yayaoui, à l'origine c'est une région riche en minerais, notamment le coltan qu'on retrouve dans les condensateurs de nos smartphones, de nos ordinateurs portables, de l'or aussi. Il y a une responsabilité des États développés dans l'usage qu'ils font de matériaux issus pour beaucoup de la contrebande et du pillage des richesses de la RDC. Mais c'est clair qu'il y a une responsabilité énorme, notamment de la Chine qui est omniprésente dans la région. Pour donner quelques chiffres, d'ailleurs c'est pour ça que Donald Trump aussi met autant d'énergie à cet accord de paix, parce qu'il veut reprendre pied face à la Chine, notamment qui détient des parts dans 15 des 19 projets de cuivre et de cobalt du pays. Elle contrôle 80% de la production de cobalt. Alors cette responsabilité, Donald Trump s'en moque un peu. Lui, il est prêt à tout pour refaire son retard en quelque sorte, parce qu'on parle beaucoup du cobalt, on parle beaucoup du coltan, mais il y a aussi d'autres minéraux. Richard évoquait cet accord qui a été signé en parallèle entre Donald Trump et la République démocratique du Congo, et pas moins d'une dizaine de minerais rares sont évoqués dans cet accord, notamment le beryllium qui est stratégique pour l'industrie aérospatiale, des minerais un peu moins connus comme le niobium qui est utilisé lui dans le secteur de la défense. Évidemment le coltan il était rare. Et l'autre aspect c'est la volonté de mettre en place un certain nombre d'infrastructures, et là aussi ces infrastructures ne seront pas développées au hasard, puisque un des objectifs des Américains c'est l'extension d'un corridor ferroviaire qui pourrait justement emmener tous ces minerais rares jusqu'à l'océan Atlantique pour mieux les déverser vers les États-Unis. Et donc Donald Trump ne s'encombre aucunement de quelconque considération morale, écologique pour atteindre ses objectifs. Oui, Richard Verly, c'est cela aujourd'hui qui compte essentiellement pour les États-Unis. Et le plus étonnant, c'est qu'ils arrivent à convertir un certain nombre, un grand nombre, croissant en tout cas, de pays de la planète à leurs propres intérêts. Mais ce qu'il faudrait idéalement, c'est essayer de regarder ce type de deal avec une objectivité que nous ne pouvons pas avoir ici sur France 24, pour une raison simple, c'est que nous, on voit ce qu'il y a derrière, on voit les non-dits, on voit les souffrances, on voit la guerre qui risque quand même de durer, on voit les populations qui vont quand même en payer le prix. Mais si on prend un peu de recul, le fait est que le commerce, c'est vrai que dans certaines situations, ça peut calmer des hostilités, mais ça peut aussi les nourrir. C'est-à-dire qu'au fond, le deal d'aujourd'hui va peut-être, laissons-lui une chance, permettre à cette zone de se pacifier parce que chacun va y trouver son compte, jusqu'au moment où un groupe ou l'autre va vouloir prendre le dessus, jusqu'au moment où la Chine, mécontente de ce qui se passe, va peut-être fourbir ses armes à travers un groupe armé ou l'autre, etc. Au fond, on revient vers quoi ? On revient vers ce qu'on a longtemps voulu dénoncer et arrêter, les guerres par procuration. Effectivement, quand vous avez des proxys, comme on dit sur place, eh bien vous pouvez éteindre le volume ou vous pouvez le rallumer en fonction de vos intérêts. Et cette théorie-là, c'est un peu celle de Donald Trump. Il a des proxys. Alors pour lui, le monde entier est fait de proxys qu'on allume ou qu'on éteint au gré des intérêts des États-Unis. Sur qui Donald Trump a-t-il effectué la plus grande pression lorsqu'on voit ces images ? Paul Kagame, on le sait, qui s'était beaucoup rapproché des États-Unis ces dernières années. Est-il venu à contre-cœur à Washington ? Il est venu avec beaucoup de méfiance, une méfiance qu'il n'a cessé de répéter. Donald Trump leur a sans doute expliqué qu'aujourd'hui, il fallait être présent et afficher cette volonté de faire la paix. Les deux hommes savent pertinemment que cet engagement ne garantit en rien que ça soit suivi des faits. Et donc Donald Trump, pour lui, le plus important, c'était de les avoir présents aujourd'hui et de porter haut ces documents qu'ils ont signés tous les deux. Et donc la pression était réelle. On l'a senti. On a senti que les deux hommes n'avaient pas envie d'être là. On n'a pas vu un seul sourire pour un accord de paix. C'est tout de même très marquant. Et évidemment que la pression était sur leurs épaules. La pression aussi à travers la présence d'autres chefs d'État africains que Donald Trump a voulu présents comme une espèce de membres présents là pour mettre la pression, des témoins mais en même temps des garants. Et d'ailleurs le président du Burundi a souligné qu'un engagement à faire la paix
paix n'était pas la paix. Et c'est une façon de remettre la pression sur les deux hommes, mais une pression qui, sans doute, les a peut-être laissés de marbre, parce qu'on sait que sur le terrain, rien n'a changé. Et jusqu'au moment où peut-être ils auront l'espoir de pouvoir tirer un certain nombre de marrons du feu, c'est-à-dire tirer un certain nombre d'avantages de ce qui a été promis par Donald Trump, eh bien, en attendant, les armes ne se tueront pas. Peut-être, il l'a évoqué, Richard, tout à l'heure, on aurait peut-être un conflit de plus basse intensité, mais il faudra beaucoup plus pour ramener la paix. Oui, un mot quand même, parce qu'il faut le dire, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut dire souvent en ce moment, absence totale de l'Europe. Oui. Absence totale de l'Europe, alors que sur cette zone, l'Europe comme bailleur de fonds, que ce soit en direct ou via les agences des Nations Unies, est extrêmement présente. L'Europe a ses liens historiques, en l'occurrence Rwanda et Congo, c'est la Belgique, deux anciennes colonies belges. Eh bien, l'Europe est totalement hors jeu, y compris, et c'est peut-être ça le plus grave, hors jeu des terres rares et de la répartition des richesses de cette région. Donc on voit bien que ça aussi, c'est le calcul de Trump, c'est éliminer au maximum la concurrence de l'Europe, et il ne vous aura pas échappé que s'il met la main sur ces terres rares, eh bien les industriels européens qui en ont besoin devront composer avec l'administration Trump, ou en tout cas avec les entreprises américaines. Ouais. Autre sujet, le cas de